voilà. On va démarrer avec vous, si vous voulez bien, mon cher François-Xavier. François-Xavier Leroux chez Deloitte Digital. Bon, on est d'accord, la digitalisation aujourd'hui, tout le monde en parle, elle est bien engagée, nous sommes tous d'accord. Tous les secteurs sont concernés, peu ou prou. Tout à fait. Bah, écoutez, on a vu il y a maintenant une dizaine d'années un certain nombre de secteurs se transformer rapidement, notamment les médias, les télécoms. Ça a été le cas ensuite de la banque, l'assurance. Aujourd'hui, il n'y a plus un secteur d'activité qui n'est pas concerné par la digitalisation, jusqu'aux associations caritatives, la santé, l'industrie. Oui, tout ce qui est non-profit aussi, hein, évidemment, qui est très engagé en la matière aujourd'hui. Alors, que demandent vos clients quand ils viennent vous voir et que vous essayez de dégager une feuille de travail, en quelque sorte, une feuille de route? Que vous demandent-ils? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont clairs, qu'ils sont bien précis dans leurs objectifs et la façon de concevoir cette transformation, cette transition numérique? Alors, aujourd'hui, finalement, quand ils nous sollicitent, c'est pour souvent deux raisons. Soit il y a les secteurs d'activité qui sont, ou des entreprises qui sont sujets à des phénomènes de disruption. Et donc là, il y a un phénomène d'urgence et ils ont un petit peu peur et il faut finalement trouver des répliques assez rapides. Ça peut être le cas effectivement du domaine des voyages, on en parlera. Soit c'est des secteurs d'activité peut-être un peu plus matures ou qui ont pris un temps d'avance et là ils sont dans de la recherche de performance digitale, que ce soit effectivement pour mieux connaître leurs clients, pour revoir les interactions, l'expérience client, pour optimiser la façon dont ils vont développer du multicanal. Donc finalement assez varié. Et puis il y a ceux qui sont dans la prise de conscience et puis ceux qui sont déjà bien lancés, donc là c'est de la performance. Bon, l'idée, c'est aussi de définir un peu qui fait quoi, avoir une approche à la fois top-down et du bas vers le haut, avec en quelque sorte des opérationnels bien définis, transverses, et puis une direction générale qui pousse et qui stimule. Alors, effectivement, on pense effectivement que cette transformation digitale, finalement, c'est une révolution, mais c'est aussi un sujet de stratégie avant tout, de la stratégie avant même de la technologie. Donc ça nécessite quand même d'avoir l'appui du board, de la direction de l'entreprise pour insuffler finalement cette ambition, pour se donner les moyens, pour définir un certain nombre de grandes lignes directrices. Et ça, c'est essentiel. Et sans ça, finalement, on ne fait pas grand-chose, on tourne un petit peu en rond. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, j'aurais tendance à dire qu'il faut y impliquer les opérationnels, parce qu'on va viser finalement du très concret. Et ces gains d'efficacité sur le terrain, il faut y impliquer les gens du terrain. Alors, Pauline Rory, avant qu'on aborde précisément ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quel est un peu le jugement que vous-même vous pouvez faire sur votre propre transition numérique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit François-Xavier? C'est d'abord une question de stratégie avant de penser technique, même si la technique sera absolument essentielle. Entièrement d'accord. Nous, la problématique était vraiment de réenchanter l'expérience client dans nos agences dans un contexte qui s'est digitalisé. Le digital n'était pas une fin en soi, c'était un moyen. D'ailleurs, on le verra peut-être, nous, on n'est pas allé sur du tout digital. On a aussi réinjecté des éléments de merchandising plus simples, des cartes postales, des valises, par exemple, dans notre parcours client. Le digital nous sert par contre, c'est vrai, à aller chercher une clientèle plus jeune et à paraître plus moderne. Oui, enfin, c'est quand même Et hier, on le voyait avec Axel Daucher, le patron de Publicis France, qui a dans un de ses gros budgets Accor. Donc eux aussi, ils sont complètement pris ils prennent de plein fouet la transformation numérique. C'est une question de survie face à ces nouveaux entrants qui savent désintermédier et puis qui carrément apportent quelque chose de nouveau comme Airbnb. Pour vous, c'était donc une question de stratégie totale et ça ne peut passer que par le digital pour vous en sortir. Même si vous faites évidemment de la revitalisation de vos points physiques. Alors, j'ai envie de dire, ça passe par le digital, mais vraiment pas que. Nous, on a une véritable question qui est la conduite du changement, et notamment, on a changé nos parcours clients, mais on a aussi beaucoup travaillé sur nos parcours vendeurs pour faire en sorte que l'accueil dans nos agences soit différent. On a réinjecté beaucoup d'humains, parce qu'au final, si les gens font l'effort de
passé la porte de nos agences, c'est bien qu'ils avaient besoin, envie d'un contact humain. Donc on a remis à plat tous les protocoles d'accueil. Et après, évidemment, ça s'inscrit dans un cercle vertueux où, au final, on essaye de faire en sorte que le client, qu'il soit client de l'agence ou client de notre site web ou client d'une application, il soit reconnu de la même façon. Mais on a beaucoup aussi travaillé sur l'humain. Ouais. Mais je vous repose ma question. Est-ce que la transition numérique est absolument obligatoire? Est-ce que c'est une question de survie? Comment éviter la sortie de route dans un secteur comme le tourisme où on sait que vous êtes frappé de plein fouet? Oui, c'est une question de survie, bien sûr. Chez vous, c'est peut-être moins une question de survie. Oui, voilà, il y a un deuxième micro. Hugo Roncal, on a l'impression que dans l'énergie, la fourniture de gaz naturel et donc aujourd'hui d'électricité, vous êtes moins dans une logique de survie. Et pourtant, c'est une décision stratégique très très forte que vous avez prise en vous lançant dans la transformation numérique pour vendre du service à votre clientèle. En fait, je pense, bonjour d'abord. Je pense que c'est une question de survie également, et je vais vous dire pourquoi. Pour vous aussi, oui. Absolument. Je pense que le métier historique du fournisseur d'énergie, c'est-à-dire on produit de l'énergie de façon à peu près centralisée, on la fournit aux clients, tous les clients ont à peu près la même offre, le même prix, c'est la même matière première. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini parce qu'il y a évidemment des aspects exogènes comme la météo qui fait que les gens consomment de moins en moins et d'ailleurs tant mieux. Oui. Mais il y a vraiment des aspects liés au digital, notamment l'Internet des objets, qui est en train de changer radicalement on va dire le centre de gravité du business. C'est-à-dire qu'avant, notre métier était plutôt lié à la production, à la distribution. Le marketing, la connaissance client, tout ça, ça n'avait pas une grande importance. Oui. Et aujourd'hui, l'Internet des objets, donc alors combien de millions d'objets il y aura en 2020? Il y a plein d'études, mais ce qui est vrai, c'est que du moment qu'il y a un thermostat intelligent, un compteur intelligent, qu'il y a plein de devices intelligents qui permettent de collecter de la data en temps réel et qui donnent finalement aux consommateurs le pouvoir. J'écoutais à la radio ce matin, il parlait sur une matinale de tests qui ont été faits sur des consommateurs qu'on a équipés de compteurs intelligents. Et oui, le fameux Linky, oui. Non, mais même des petits compteurs privés. Et ils ont fait des tests et les consommateurs ont réduit leur consommation de 20-30%. Bon, ce qui n'est pas bon pour vous alors, si je comprends bien. Je pense que la posture de dire le fournisseur est content quand les gens consomment beaucoup, c'est plus tenable. Je pense que notre valeur ajoutée doit être de dire je vous accompagne dans le mieux consommer, je vous accompagne dans différents services. Donc je pense que le métier de fournisseur d'énergie, d'une matière première, une commodité, mais on le voit dans plein de secteurs, c'est-à-dire la valeur du kilomètre, la valeur de la molécule en pharma, tend à se réduire. Et c'est le service... les transporteurs, ils ne parlent plus de kilomètres, ils parlent de services de mobilité. Donc aujourd'hui, c'est la couche service qui est rendue possible par le digital et la connaissance client, qui remet le client au centre, qui est clé. Donc notre business model, il est en train de voler en éclats. Oui. Alors, dans ces conditions, quelle a été votre stratégie? Vous êtes le directeur transformation numérique. Enfin, transformation au sens large, mais évidemment, on pense à transformation numérique, transformation énergétique aussi peut-être. Mais quelle a été la stratégie chez Eni France et comment elle a été implémentée en quelque sorte? Ça part du haut vers le bas, ça remonte du bas vers le haut. Comment elle s'organise concrètement? Alors, avant de nous dire en quoi elle consiste. Oui, bien sûr. Ouais. Très clair. D'abord, on parle, nous, de transformation business, parce qu'on dit, finalement, notre but, c'est de transformer notre business model. Et bien sûr, grâce au digital. Mais on essaie, dans la sémantique, de parler de transformation business qui est fortement portée par le digital. Donc, notre organisation est de dire, nous avons créé un programme de transformation spécifique, donc, grosso modo, dont je m'occupe, et j'ai quelque part eu la chance de compter, un peu comme dans une sorte d'arche de Noé, c'est-à-dire j'ai pu récupérer une ou deux personnes. Pareil, une espèce à chaque fois. Voilà, oui. De chaque direction, de chaque service, de chaque compétence. On les a mis ensemble et on leur a dit, voilà, maintenant vous êtes rattachés au programme, alors à 100% du temps, à 50% du temps, c'est variable. On a complété ça de compétences de gens externes, de consultants, par rapport à des compétences qu'on n'avait pas. Et on a dit à ce programme, voilà, vous avez tant de budget, vous avez ces objectifs-là business, c'est-à-dire générer du revenu supplémentaire de nouvelles activités, et vous définissez la feuille de route, et finalement le comité de pilotage de ce programme est en fait un miroir du comité de pilotage du COMEX de la boîte.
Donc, quelque part, c'est à peu près les mêmes personnes. Donc, un sponsorship, on va dire, très fort. Et surtout, ce qui est très important, et j'anticipe un peu sur la sortie de route, des gens qui travaillent dans le cadre d'un programme et même hiérarchiquement dans le cadre du programme. Donc, on évite un peu les effets silos, etc. Enfin, on en parlera. Alors, l'idée, effectivement, l'erreur, ça aurait été de répéter une multitude de petits silos, en quelque sorte, qui se seraient reconstitués, chacun dans sa fonction, mais dans une spirale digitale, quoi, en quelque sorte. Oui, moi, je crois beaucoup à... moi, j'aime bien les choses quand elles sont claires et à un moment donné, on peut faire deux choses en même temps. Mais c'est clair, à un moment donné, on dit à quelqu'un, voilà, 50% de ton temps, c'est cette activité, et voilà qui décide et comment on décide collectivement. Et donc, dans le temps que tu passes dans le programme, tu oublies toutes tes fonctions, on va dire, historiques, tu oublies les modes de décision, tu oublies... tu n'es pas obligé de reporter à ton boss, puisque c'est plus ton boss à 50%. Et du coup, ça a libéré beaucoup de choses, et les gens ont pris des décisions dans un but commun, dans un intérêt commun. Pauline Rory, est-ce que vous aviez la même organisation chez Thomas Cook? Parce que vous, la problématique est un peu différente. C'est en agence, entre guillemets, que ça se passe. À peu près la même organisation, évidemment, un soutien très fort de la direction générale, un comité projet qui s'est constitué justement pour casser les silos et faire vraiment en sorte que les différents collaborateurs travaillent ensemble. Et d'ailleurs, ça n'a pas été facile, c'était un bon stress test. Ensuite, nous, comme on a un réseau en fait, de franchisés, on a mélangé au final différents publics dans le comité projet. Nous n'avions pas que des gens du siège, mais aussi des gens de l'extérieur, parce que l'idée, c'était pas de réaliser un très joli concept qui allait être absolument pas pris en main par les gens qui allaient travailler dans nos agences. Et ce qu'on a rajouté aussi, on a rajouté le client dans l'histoire. Donc on a aussi réalisé, avant de déployer en vrai une nouvelle agence, on a réalisé des tests qualitatifs sur des 3D, parce que là, encore une fois, on a utilisé le digital pour modéliser en fait nos futures agences. Et ça nous a permis d'ailleurs, sans faire les investissements nécessaires, comme quand on rénove une agence, de régler les curseurs, de s'assurer que d'abord on avait pris les bonnes hypothèses, et puis d'injecter des nouveaux éléments dans notre concept. Notamment, on s'est rendu compte que le prix jouait un facteur très important, et donc on a remis l'emphase sur le fait que les prix étaient aussi attractifs en agence, dès la vitrine. Mais ça, par exemple, les clients en test, vous en faisiez avant même d'engager votre profonde transformation numérique et donc votre réorganisation en interne pour implémenter ce projet. Alors, c'était quand même une première pour nous. On n'avait jamais réalisé de tests qualitatifs comme ça en se faisant aider d'une entreprise extérieure pour vérifier que le POC, le Proof of Content, était bon. Donc, est-ce que vous avez l'impression que vous avez complètement redéfini les contours de l'entreprise à travers votre transformation? Sachant qu'encore une fois, vous, ce qui est important, c'est de vendre, c'est de résister à la baisse des prix et d'avoir un réseau physique, parce que vous faites le choix du réseau physique, de ne pas être complètement online, qui soit performant. Est-ce que les contours, pour autant, sont redéfinis? Les contours sont redéfinis. D'ailleurs, on se rend compte quand même que c'est une véritable conduite du changement qui doit intervenir, opérer. Dans mes agences, j'ai des gens qui ont 15, 20, 25 ans d'entreprise. Donc, c'est un peu compliqué de temps en temps de les faire évoluer. Mais on arrive en fait via la formation. Donc, on a créé plusieurs vagues de formation. Ce qu'on a fait aussi qui est intéressant, c'est qu'on a créé une agence au siège qui recompose en fait cette nouvelle agence, et on forme tous nos collaborateurs au changement dans ce contexte-là. Donc ça nous permet aussi on a même appelé la Thomas Cook Academy. Oui. La formation est un point de passage extrêmement important pour réapprendre au final à nos collaborateurs à travailler différemment.
Donc, injecter notamment dans leur parcours vendeur le rôle des différents points. Donc, nous, on a du digital, mais il n'y a pas que du digital. Donc, on a travaillé, on leur a expliqué quel était le rôle de chaque élément. On les a fait travailler aussi ensemble. On a fait des jeux de rôle, etc. Et ensuite, on a un coaching qui est personnalisé pour bien s'assurer que les formations sont bien intégrées. Donc, c'est une véritable nouvelle façon de travailler, c'est vrai. Et on essaye d'ailleurs aussi, dans nos futures embauches, d'avoir des gens plus jeunes, plus malléables, que l'on peut former à ces nouvelles techniques de vente. Alors, François-Xavier Leroux, vous aussi, vous avez, de ce que vous voyez là, et des attentes de vos clients qui viennent vous voir chez Deloitte Digital. Le focus techno est très important. Il faut aider les organisations à s'adapter, les hommes, etc. Une espèce d'acculturation. Et puis, toujours cette espèce, si je les comprends bien, hein, cette espèce de moto aujourd'hui qui est de travailler en mode projet. Alors, tout à fait, et ça me semble assez essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a l'appui de la direction générale, qu'on a des budgets, qu'on peut lancer des projets et transformer l'entreprise, se pose la question de choisir ses batailles. La bataille du client, de l'expérience client en est une essentielle pour développer de nouveaux services, créer de la valeur, c'est sûr. La deuxième, c'est, je pense, les employés. Et au rythme où évoluent les technologies, un certain nombre d'entreprises peuvent suivre d'un point de vue technologique, la DSI peut suivre, des équipes un peu plus agiles peuvent suivre. Le reste de l'entreprise, c'est plus compliqué. Et on ne peut pas demander dans des très grandes entreprises à ce que tout le monde soit au fait effectivement de l'ensemble, du rythme de ces technologies. Donc ça nécessite de l'acculturation, ça nécessite des formations, ça nécessite de mettre tout le monde dans un état d'esprit où finalement on va savoir utiliser, suivre les réseaux sociaux, travailler dans de nouveaux modes de travail. Vous avez constaté des erreurs, par exemple, chez un certain nombre de vos clients et qu'il a fallu réorienter parce que plus que des erreurs. Que là-dessus, ils n'avaient pas pris en compte cet aspect de l'acculturation au sens large. Plus que des erreurs, c'est la latence, c'est-à-dire des entreprises qui n'arrivent pas à suivre le rythme ou l'évolution de pure players, de petites structures très agiles qui se développent à côté d'elles. Parce que peut-être que aussi les actifs de l'entreprise sont en jeu et donc il est difficile de faire évoluer sa force de vente, son réseau de distributeurs. Souvent, quand il est en plus indirect, ça peut compliquer les choses. On a pu, nous, chez Deloitte Digital, accompagner des grandes structures comme ça, par exemple la Poste, la branche numérique de la Poste. On a formé l'ensemble des équipes de la branche numérique aux méthodes agiles, au développement web mobile. Alors là-dedans, il y avait des développeurs, mais il y avait aussi des chefs de projet, des gens à la com. C'est assez intéressant finalement de les mettre dans cette posture qui est de comprendre comment aujourd'hui on gère des projets digitaux, comment finalement on va d'un rôle de chef de projet un peu traditionnel ou de chef de produit passer à un rôle de product owner, comment finalement on va tout au long d'un projet suivre l'évolution finalement de l'arrivée de nouveaux concurrents, de nouveaux besoins clients. Et ça, c'est un état d'esprit qui est différent et ça nécessite des organisations souvent différentes, hiérarchiques, donc qui sont parfois difficiles à intégrer dans les entreprises, jusque même à l'organisation des locaux carrément, puisque c'est des équipes plateaux, c'est pas mal de choses à revoir. Ouais. On le voit ici notamment à travers les solutions que Samsung et ses partenaires proposent en entreprise augmentée. Alors, Hugo Roncal, est-ce que c'est important de définir tout de suite un business model chiffré ou chiffrable avec des espérances de marge ou des projections de marge, par exemple, et des budgets totalement dédiés avec un pilotage bien défini? Je ne sais pas si c'est important, mais nous, on n'envisage pas de faire autrement. Donc, vous allez, si je comprends bien, alors. Nous, c'est notre façon de faire. Oui. Nous, on est très business. Et in fine, tout euro, alors pas tout de suite, mais doit générer des euros en retour. Et donc, on travaille avec une culture un petit peu industrielle à la base. Donc, on peut se dire, c'est un peu lourd, etc. Mais c'est pas mal parce qu'on travaille véritablement sur des business plans à 3-4 ans. Et moi, j'ai fait avant d'autres sociétés où on parlait de business plan et finalement, le cours de la bourse faisait que le business plan volait en éclats au bout d'un quarter. Et chez Eni, ce qui est assez appréciable, mais après j'arrête la pub, c'est que le business plan est relativement sacré. Et le business plan, il est retravaillé évidemment tous les ans, etc. Et parfois, on m'embête plus sur l'année 2020
que sur l'année 2016. Et on me dit, non, mais c'est pas mal 2016, mais est-ce que tu es vraiment sur la courbe qui nous permet de faire des objectifs stratégiques? Donc, mais in fine, pour répondre à votre question, nous, on décline tout en ROI, lifetime value d'un client, donc la marge générée par un client sur la durée de vie, et donc, in fine, des revenus incrémentaux de la nouvelle activité, qui est la nouvelle activité, on va dire, générée par la vente de services digitaux, notamment, plutôt que la vente de fournitures de matières premières. Et ça, vous savez l'isoler en quelque sorte, cette logique incrémentale, pour reprendre votre expression, vous savez la définir, et vous savez ce qui est dû en quelque sorte au basculement numérique. C'est plus compliqué là. Non, il y a une chose qui est simple, une chose qui est compliquée. L'identifier, oui, parce que ça donne lieu souvent à des facturations à part, et c'est des nouveaux services. Donc, comme ils n'existaient pas avant, c'est facile de comprendre ce qui vient. Après, là où c'était un peu plus dur, c'est sur les aspects un peu plus techno. À un moment donné, c'est bien de lancer des nouvelles activités, mais il faut se doter des outils, et notamment du CRM, pour pouvoir mesurer. Et c'est là où c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire que nous, il faut bien comprendre notre rapport à la data. Pendant des années, le métier du fournisseur, c'est la donnée était produite par le réseau, qui est public. Oui, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui. Et le réseau nous prêtait une data qu'il collectait une fois par an quand quelqu'un va relever votre compteur. Et cette donnée, finalement, elle ne nous appartient pas. Donc, désormais, on collecte nous-mêmes de la data client. Donc, c'est une vraie révolution, mais il faut trouver les entrepôts, les outils pour la stocker, la dédoublonner, l'enrichir, l'interpréter. Donc, voilà, ça, il faut. Voilà, c'est une vraie révolution. C'est pas simple. Et du coup, c'est grâce à cette nouvelle data que l'on peut suivre un peu plus finement la performance. Est-ce que finalement générer l'activité. Mais est-ce que vous arrivez à aligner tout le monde aujourd'hui sur des objectifs business qui sont complètement différents de ceux qui étaient auparavant? Parce qu'avant, on était chacun en silo, et finalement, les objectifs business étaient d'abord ceux des directions financières et des directions commerciales. Est-ce qu'aujourd'hui, par la transition numérique, vous arrivez à ce que tout le monde soit aligné sur ces nouveaux objectifs business? Oui, parce que, encore une fois, on repart sur un business plan, et on leur dit, bon voilà, les activités traditionnelles, elles vont faire ça. Les nouvelles activités, elles vont faire ça. Oui. Après, bon, est-ce que c'est le bon rythme, etc. Voilà. Et on leur dit, quelque part, c'est un métrique qui dépasse toutes les directions. Parce que moi, je peux dire, en tant que commercial, l'audience, c'est important, le visitorat, c'est important. Il y a quelqu'un qui va me dire, non, mais moi, attention, c'est je sais pas, le coût de traitement client. Quelqu'un va me payer plutôt du recouvrement. Mais à la fin, quand on leur dit, OK, où en est la société de demain, d'où est-ce qu'elle tire ses sources de revenus et surtout ses sources de rentabilité, je peux vous dire que l'alignement, il va assez vite. Pauline Rory, vous aussi, vous avez défini des chiffres. Enfin, est-ce que c'est faisable? D'autant plus que vous avez à la fois des agences qui vous appartiennent et des agences qui appartiennent à des franchisés, donc qui ont des contrats de franchise avec vous, donc c'est tout à fait différent, mais j'imagine que vous leur répercutez en quelque sorte un certain nombre de frais numériques et de digitalisation des agences. Pour autant, est-ce qu'il est facile donc de dégager un business plan, un pilotage chiffrable et des marges envisageables? Alors, tout à fait. Nous aussi, on s'est inscrit en mode projet. On avait, en fait, ce sont des investissements. Donc, il y a des budgets CAPEX qui sont mis de côté pour nos investissements. Donc, chaque projet de rénovation a fait l'objet d'un budget, d'un business plan. Et on suit, en fait, de façon très, très fine les résultats de nos agences rénovées. On les compare aux régions. Et on s'inscrit aussi dans la même logique que Ennie, c'est-à-dire qu'on n'est pas à imaginer qu'il faut que ça produise ses effets tout de suite. Nous sommes aussi, dans un contexte où il y a une tendance baissière. Et l'idée, c'est d'arriver à vraiment infléchir ou au moins revenir sur une tendance plus stable, voire même sur du positif, en faisant un gros travail donc, de
de rénovation de notre réseau en fermant certaines agences, en fusionnant pour faire en sorte de garder des points de vente, uniquement des points de vente qui sont rentables. Et ça, c'est le digital qui vous permettra, parce que j'imagine que c'est une logique que vous aviez déjà, même si ce n'était pas toujours simple, mais d'avoir un réseau le plus rationnel possible. Est-ce que le digital, par la pression qu'il apporte et par la possibilité de vente online qu'il apporte, eh bien, vous permet de mieux, d'avoir une vision plus aiguë de la rentabilité des réseaux et donc des choix éventuellement de fermeture, de rationalisation? Alors, le digital, pas uniquement, hein, c'est vraiment, encore une fois, c'est un tout. Nous, au final, on se rend compte qu'on est vraiment dans un commerce de proximité. Alors, c'est pas comme la boulangerie du coin, mais au final, ça joue énormément. Donc, il y a aussi l'emplacement qui joue énormément. Il y a la qualité de l'accueil. Il y a aussi le contexte de l'agence. Est-ce que l'architecture, le design convient? Après, dans nos business plans, par exemple, on n'a pas isolé la partie du digital pour vérifier qu'elle jouait son rôle dans les marges. On n'a pas été capable de faire cet exercice-là. Mais par contre, on ne s'est pas posé de questions. Pour nous, c'était un impératif. Il fallait passer par là pour y arriver. Alors, François-Xavier Leroux, est-ce que les entreprises, à travers ce que vous en savez, à travers les business cases de vos clients, ont une bonne perception des budgets qu'il faut dégager et du retour investissement que ça pourra générer? Ou est-ce que parfois, on est dans quelque chose de totalement illusoire? Si je prends vos exemples, ça a l'air d'être relativement clair. Mais aussi peut-être parce que vous avez quand même cadré le champ d'action de cette transformation digitale, des nouveaux services ou de la transformation de l'expérience client. Pour les entreprises que je côtoie au quotidien, c'est pas toujours si clair que ça. Et il peut y avoir parfois des projections loufoques. Il y a surtout pas mal d'inconnus en fait. Ouais. Si par exemple, je prends des grands groupes de grande consommation qui sont confrontés par exemple à des budgets digitaux qui deviennent de plus en plus importants, par exemple pour la publicité en ligne, pour le CRM et autres, on est face aujourd'hui à des investissements qui sont lourds. Puisque la donnée, ça coûte cher, l'entretenir, le CRM, que la publicité, les montants deviennent colossaux. Et souvent, aujourd'hui, ils ont du mal quand même à établir des tableaux de bord digitaux et pouvoir finalement retranscrire ces investissements digitaux derrière en monnaie sonnante et trébuchante en chiffre d'affaires. Donc c'est là où il y a un pas qui est assez complexe. Parfois, c'est lié à un manque de maturité ou de données dans l'entreprise. Et puis aussi parce que finalement, il y a encore des inconnus. Hein. Il y a quelques boîtes noires sur le marché. Est-ce que finalement, tout ça ne montre pas que la digitalisation coûte cher et que surtout d'avoir une logique aujourd'hui client dans tout ce que ça veut dire, plutôt qu'une logique produit qui paraissait simple. Par exemple, avant, vous aviez une logique produit. Hein. Vous, on peut dire par exemple chez Eni, voilà, il fait le gaz naturel. Et ben, est-ce que tout ça finalement, le client c'est bien beau, mais ça coûte cher, de plus en plus cher, et que la digitalisation coûte cher pour chouchouter le client? Très certainement, mais en même temps, on n'a plus trop le choix. Ouais. Et on voit, on en parle du matin au soir, hein, des phénomènes d'ubérisation, de disruption. À chaque fois, c'est quand même... on a des entreprises qui font face à l'arrivée de nouveaux concurrents, qui s'infiltrent dans les chaînes de valeur avec de nouvelles expériences, avec de nouveaux services. Donc, il faut réagir par rapport à cela. Donc, faut être orienté client. Faut mieux l'écouter, mieux le comprendre, mieux le segmenter, lui apporter de nouvelles réponses, avoir des contenus à lui proposer. Donc ça coûte cher, mais derrière, ça permet de vendre de nouveaux services. Donc effectivement, faut trouver la bonne... Bon, le jeu en vaut en quelque sorte a priori, oui. La chandelle, oui. Et surtout, on n'a plus trop le choix, parce que sinon, la chandelle n'aura plus de flamme. Alors, Pauline Rory, cette logique client, j'imagine, c'est là aussi la devise absolue de la transition numérique. Alors, elle existait bien évidemment avant, mais enfin, aujourd'hui, d'ailleurs, comme le rappelait Axel Daucher hier, on est totalement obligé d'être client-centrique, mais de manière inimaginable il y a encore quelques années. Là aussi, est-ce que votre organisation en a conscience ? Complètement. Nous, on a lancé un vaste programme qui s'appelle le client au cœur, avec un programme de sensibilisation des équipes, avec des semaines justement de présentation, parce que c'est vrai que les comptables notamment, je n'ai rien contre les comptables, mais ils ont un petit peu du mal à savoir à quoi ça sert de mettre le client au cœur. Donc on essaye, nous,
démocratiser justement ce type d'initiative en créant on a créé donc une semaine qui s'appelle la semaine client au cœur, où chaque personne qui a un rôle vis-à-vis du client intervient, fait le point sur l'avancée de ses projets pour évangéliser en fait au final l'initiative, la démarche au sein de l'entreprise. Il y avait une chose qu'on ne faisait plus, c'est qu'on ne faisait plus de visites mystères dans nos agences, on les a rebranchées. Il y a d'ailleurs des techniques aujourd'hui absolument incroyables qui coûtent beaucoup moins cher qu'avant, où en fait on a les résultats en temps réel sur des plateformes. Encore une fois, il y a là aussi une forme d'ubérisation des visites mystères. Donc vous avez les résultats en temps réel de la visite, des photos. Donc nous, ça nous permet de mesurer un certain nombre de choses, notamment parce que chez nous, le steering de nos ventes est extrêmement important. On ne veut pas vendre n'importe quel produit. Donc ça permet de vérifier que sur un scénario qui est assez large, au final, c'est le bon produit qui est proposé au client. Et ensuite, nous, on ne mesurait pas la satisfaction client suite à une intervention dans nos agences. Donc, on a rebranché des questionnaires de satisfaction et notamment, on est très attentif à ce qu'on appelle le NPS, vous devez connaître, Net Promoter Score, pour vérifier que justement le bon niveau de satisfaction est délivré, et on regarde le NPS comme du lait sur le feu. Hugo Roncal, est-ce que la transition numérique chez vous a relancé la fibre de vente en quelque sorte, la fibre commerciale, et comment vos commerciaux traditionnels, mais si vous êtes dans cette logique-là, parce que vous n'aviez pas une flotte de commerciaux, bien évidemment, comme dans certains autres secteurs, mais tout de même, est-ce qu'ils s'y retrouvent avec cette nouvelle palette de produits qu'ils peuvent vendre, et notamment des produits peut-être plus valorisants, parce qu'associés à l'efficacité énergétique dans votre cas? C'est vrai qu'on a quand même une force de vente qui n'est pas très réduite, puisqu'on a près de... Alors, si je prends des vendeurs maison, des salariés, mais je prends aussi des vendeurs indirects, c'est-à-dire des salariés de nos partenaires, de revendeurs, de courtiers, etc., on a à peu près 1000 personnes tous les jours sur le terrain. Donc, il y a quand même du monde. Donc, voilà, ça, c'est pour le contexte. Donc, et ces gens-là, effectivement, étaient d'abord un peu limités par les outils, parce qu'au début, c'était du papier. Hein. Petit à petit, on leur a doté d'outils CRM, de type... des outils que je ne vais pas citer, mais des outils du marché qui nous ont permis de leur permettre de faire des cotations en temps réel chez le client, alors qu'avant, ils avaient la cotation, ils avaient les prix en partant du bureau. Alors que s'ils ont un rendez-vous le soir, les prix se mettent à jour en temps réel. Ils ont les outils en mobilité maintenant. Exactement. Ils ont toute la palette. Maintenant, nous, on a équipé tous nos vendeurs de tablettes, ce qui permet d'avoir l'information du bon prix, du bon service en temps réel, parce que nous, on achète, on va dire, en temps réel aussi. Hein. Et dès que c'est vendu, ça revient dans le CRM et on peut prendre les couvertures, etc. Donc ça, c'est très important pour nous, mais après, je vais parler des clients. Et après, les outils numériques qui aujourd'hui sont devenus, qui ont remplacé le papier, permettent justement de vendre du service avec de la vidéo, en empilant justement des produits, ce qui aurait été impossible autrement on devrait prendre un book énorme. Donc la question c'était comment on forme ces gens, comment on les accompagne. Et comment on leur redonne une fibre par une nouvelle palette de produits. En fait, ce qu'on leur dit, c'est que leur métier va devenir beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche. Au début, il y a un peu d'appréhension, parce que c'est des gens qui sont habitués à vendre des choses qu'ils maîtrisent depuis des années. Et maintenant, on leur dit, bon, tu as vendu ça avec tel argumentaire pendant 5 ans ou pendant 3 ans. Maintenant, bon, l'outil change. Tes concurrents ne sont plus les mêmes. Tu ne peux plus sortir le même discours que tu sors. Et finalement, donc ça, c'est une chose d'anxiété. Et là, vous avez pu faire des erreurs. Vous avez pu être allé trop loin, trop vite en musique, et donc ils ne suiver pas. Je pense que des erreurs, on en a fait... On en a fait plein. On a, à un moment donné, on a déployé des services et finalement, le partenaire on vendait en marque blanche le service, le partenaire n'était pas capable de suivre le delivery du service. Donc, on a fait des erreurs qui consistent à simplement aligner toute la chaîne sur la capacité de vente et la capacité aussi de traitement du service. Mais grosso modo, je pense que ce qu'on a plutôt bien fait, c'est qu'on est parti d'une promesse où on leur a dit « Vous inquiétez pas, 100% des personnes seront formées.
Donc une promesse de dire on ne va laisser personne derrière. Et après, effectivement, ça ne veut pas dire que tout le monde reçoit le même niveau d'information et que tout le monde est moteur pareil, mais on a dit qu'il y a un socle commun minimal de connaissances, et ça c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, interne, externe, salarié, partenaire, vous êtes pareil. Et ensuite, on a défini, un peu comme dans une pyramide, des super utilisateurs, des super formateurs qui sont, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être un peu plus aguerris, un peu plus digitaux, etc., ou plus ouverts, ou peu importe, et ce n'est pas une question d'âge, qui vont ensuite former les autres, qui vont faire le relais. Et c'est ça qui était important. Et juste pour revenir sur le sujet de la formation, je pense qu'un projet, c'est comme un organisme vivant. À un moment donné, les gens sont à fond, à un moment donné, on s'essouffle, on est un peu plus fatigué. Et c'est très important aussi de maintenir la motivation. Donc il y a la formation, mais il y a ce que vous disiez tout à l'heure sur l'animation. Ouais. Mais sur les équipes commerciales, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, leurs objectifs sont mieux tenus, s'ils ont été augmentés, je ne sais pas, et que leur performance est meilleure ? Ou sera meilleure quand vous aurez réussi à avoir toute la palette de services que le digital permet ? Aujourd'hui, en toute franchise, on voit des énormes écarts de performance entre les vendeurs ou entre des réseaux. Parce qu'il y a l'ancienne école et la nouvelle ? Parce qu'il y a des gens qui comprennent les choses plus vite, et ce n'est pas une critique, mais il y a des gens pour qui c'est plus facile, des gens pour qui c'est plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, les gens ne vont pas y arriver. Mais on voit des écarts de 1 à 10 entre des personnes. Mais c'est pas. Après, on ne va pas dire à la personne qui vend 10 fois moins, t'es nul. On va lui dire, regarde plutôt ce que fait le voisin, pour t'en inspirer. Ouais. Alors François-Xavier Leroux, cette querelle des anciens et des modernes, comme dans Hernani, est-ce que vous la devinez chez vos clients, notamment dans leur organisation commerciale, leur force de vente ? Alors, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on rencontre assez souvent. Force de vente, de manière générale, moi j'aurais tendance à dire dans les entreprises, et ça dépend finalement par quel bout on prend cette transformation digitale. Comme vous l'avez fait chez Eni, effectivement, il peut y avoir des équipes qui sont structurées, virtuelles ou réelles, qui vont prendre à bras le corps finalement ce sujet et gérer la transversalité. D'autres entreprises développent ce qu'on a des digital factories, des équipes digitales et autres dans leur coin, peut-être un peu sanctuarisées. Et dans ce cas-là, j'ai tendance à voir un peu les anciens, les modernes d'un côté, et peut-être aussi des gardes-chapelles où finalement on va reconstruire du digital un peu partout. Enfin, il y a plusieurs modèles. Il y a même des entreprises qui choisissent de s'auto-ubériser en créant la petite structure qui, à côté de la maison mère, va développer un nouveau business model. Donc aujourd'hui, tout le monde se cherche un petit peu dans la façon d'organiser finalement cette transformation digitale. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle qui soit le plus performant qu'un autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut effectivement, comme on le disait, supprimer les silos, gérer la transversalité, parce qu'au final, si on se dit que le plus important, c'est le client, il y a un client et c'est le même pour tout le monde, que les employés doivent tous être impliqués, que toutes les fonctions de l'entreprise sont aujourd'hui impliquées, les RH, la finance, le commerce et autres. Donc voilà, l'organisation, l'implication est essentielle. Pour ce qui est des forces de vente, moi j'aurais tendance à dire que le plus compliqué, c'est que le client a lui est très fortement évolué, très vite évolué ces dernières années, que ce soit dans le B2B ou B2C. On a en face de nous des clients qui connaissent très bien les offres, parfois mieux, ou qui ont des outils online qui sont peut-être plus performants que celui des vendeurs. Et qui peuvent tout vérifier. Donc le vendeur, dès lors qu'il ne maîtrise pas totalement ses outils, il est pris souvent au dépourvu et il se pose des questions, évidemment. Et alors, est-ce que le numérique, finalement, et c'est là où on est en plein dans notre sujet de la feuille de route claire et droite, permet de remettre les fondamentaux commerciaux de l'entreprise au premier plan, parce que tout le monde aujourd'hui est obligé d'aller dans le même sens. Le marketing, les systèmes informatiques, les forces de vente bien évidemment, et toutes les fonctions support. Oui, c'est vraiment un travail de collaboration. Hugo l'a dit aussi. Mais je dois dire que il n'y a pas une date de fin au final dans le projet, parce que le numérique évolue très vite. Il y a des solutions qui étaient très très chères qui deviennent moins chères. Donc au final, il faut être en mode disruptif, se poser la question très régulièrement est-ce que mon investissement que j'ai fait il y a 2 ans est le bon ? Est-ce qu'il ne faut pas que je le remette en
question. J'ai eu des coûts de setup qui étaient de, je ne sais pas, 100 000 euros. Peut-être que si je passe sur un nouveau système, je pourrais baisser des coûts de setup et des coûts de run. Donc, je pense qu'il faut ensuite être en vigilance absolue et permanente sur ce sujet-là pour continuer à évoluer, à s'adapter, à pas se... Enfin, nos concurrents vont aussi très très vite, donc il faut pas perdre... Enfin, il faut être dans un TGV en gros, et plutôt dans la locomotive. Voilà, dans un TGV et plutôt dans la locomotive. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités, donc à travers leurs 2 expériences et celle du consultant? Auriez-vous des questions à leur poser sur cette feuille de route, cette route droite et claire avec des virages bien maîtrisés? Est-ce que vous auriez des questions à leur poser? Oui, monsieur, on va vous passer un micro. Si vous voulez bien vous présenter, voilà, levez-vous. Merci. Bonjour. Alors, Alexandre Sepérouma, la direction des achats indirects pour le groupe L'Oréal. Oui. J'ai une question précise pour François-Xavier Leroux, plus précis sur un métier des opérations, des achats en particulier. Selon vous, comment les achats doivent se positionner par rapport à cette transformation digitale? Et opérationnellement aussi, on a vu qu'il y avait plusieurs facettes, le client, les employés, les outils, les processus. Par où il faut commencer? Parce qu'il y a tellement de chantiers à prioriser et des budgets aussi à faire valider. Alors d'abord les achats peut-être. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment les organiser? Quels sont les conseils que vous donneriez à travers le prisme de la transformation? Alors, écoutez, les achats, comme toutes les autres fonctions de l'entreprise, sont elles-mêmes concernées par une transformation digitale où finalement leurs outils vont évoluer, les processus de l'entreprise vont évoluer. Donc, de toute façon, ils doivent mener cette transformation d'adaptation. Moi, ce à quoi je suis le plus confronté aujourd'hui, c'est finalement la façon d'acheter des prestations intellectuelles, puisque je suis le client de services achats. Et lorsqu'on mène aujourd'hui des projets digitaux, on va adopter des méthodes agiles. Et à mon avis, c'est depuis mon angle de vue, c'est ce qui est le plus complexe pour des services achats. C'est de se dire qu'effectivement, on ne va pas forcément acheter une réalisation, on va acheter des prestations, une équipe, on va acheter des savoir-faire. Et on va rentrer dans de la contractualisation un peu agile, donc où finalement on est plus dans des obligations de moyens que de résultats. Et ça, généralement, ça heurte un petit peu les services achats ou les budgets des entreprises parce que c'est assez nouveau. Et pour autant, comment faire autrement lorsque de toute façon, un projet qu'on va lancer sur 2-3 ans, par exemple, qui nécessite certes des investissements lourds, va évoluer dans la direction, dans les objectifs court terme, moyen terme, parce que les besoins clients évoluent, parce que la direction de l'entreprise évolue. Alors, et par où commencer, nous disait monsieur? Bon, vous allez peut-être nous dire qu'il faut essayer de commencer tout partout en même temps, de manière simultanée, ou est-ce qu'il faut adresser des priorités? Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut construire quand même, se donner un peu de visibilité, construire une feuille de route, se donner un certain nombre de moyens et puis dérouler ses projets. Après, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur se définir des indicateurs, les suivre au jour le jour, effectivement, c'est rassurant et ça me semble bien. Et puis, il faut bien viser des objectifs business. Je pense qu'il faut se garder quelques matelas aussi pour tester des choses. Donc, il y a plein de façons de tester. On peut investir dans des startups, on peut lancer des projets, des proof of concept, faut rester un petit peu agile parce que aussi il est difficile de prévoir aujourd'hui ce que sera l'avenir. Et puis monter son lab pour les grandes entreprises, faire de l'innovation ouverte, on en parlait hier, autant de possibilités. Chez vous, je veux bien dire un petit mot sur ce que disait. Oui, et sur les achats, par exemple, justement, chez vous, en quoi vous êtes impacté? Ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on n'achète plus du gaz naturel comme on l'achetait il y a 10 ans. Je vous parlais dans le cadre du projet, après dans le cadre de notre métier. Ouais. Dans le cadre du projet, nous, on a une entité achat qui est une sorte de déport de la direction des achats qui nous aide. Mais la difficulté qu'on a, c'est que les achats, c'est quand même à la base un process implacable qui permet, en faisant les choses, en consultant de façon plus ou moins large, sur une capacité, on va dire, le plus longtemps possible, d'obtenir le meilleur prix.
Et finalement, tout ça, c'est un peu en contradiction avec l'agilité dont vous parliez, avec aussi le fait que les priorités, comme vous disiez, Pauline, changent. Donc moi, le problème, c'est que quand je vais voir les achats, et ils me disent, non, mais t'inquiète pas, en 6 semaines, l'appel d'offres est bouclé, et on va avoir des conditions incroyables, et on va faire un accord cadre. Je leur dis, super, mais moi, j'ai pas besoin... peut-être du meilleur prix absolu sur le marché et je ne peux pas le garantir parce qu'en plus, je ne sais pas si je vais avoir de la visibilité suffisante à donner aux partenaires. Donc, je préfère avoir la ressource rapidement, payer peut-être un peu plus cher et avoir un peu de souplesse plutôt que de partir sur un truc extrêmement monolithique qui, dans certains cas, c'est fabuleux, mais lorsque on a besoin de choses un petit peu plus... on va dire agile. Voilà, moi j'ai un problème de cadre général, donc on discute, mais j'ai pas encore trouvé le cadre qui permet de concilier, on va dire, la performance économique qui est liée par la visibilité qu'on donne aux partenaires, un engagement de volume, etc., et mon besoin d'adaptation en permanence. Mais le métier de vos acheteurs est bouleversé par le digital. Alors, aujourd'hui, nos clients, ils viennent comment ? Soit ils viennent en direct via le web, etc., c'est très important, et là, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens sont hyper bien informés. Ça, c'est évident. Donc déjà, quelqu'un qui avant appelait notre call center il y a, je sais pas, 5 ans et quelqu'un qui appelle maintenant, on a vu une vraie différence de connaissances. Il y a beaucoup de comparateurs online aussi qui se sont développés sur ces nouveaux business, sur le marché de l'énergie qui s'est ouvert à la concurrence il y a une petite dizaine d'années. Donc ces gens-là, finalement, nous mettent un peu en situation de transparence maximale. Et après, par rapport au B2B, ce qu'on a vu se développer, mais ce n'est pas forcément lié totalement au digital, c'est que le poids des consultants a fortement augmenté. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus jamais de gros appels d'offres sans qu'il y ait un consultant au milieu qui amène de la valeur ajoutée ou parfois qui détruit un peu de valeur. Ça, c'est autre chose. Alors, une dernière question peut-être, et puis après, je vous demanderai un rapide tour d'horizon, donc je vous laisse un peu phosphorer sur l'erreur que vous avez faite. S'il y en avait une à retenir, et ou vous, une belle que vous avez vue chez un de vos clients chez Deloitte Digital. Est-ce que vous avez encore une question dans la salle, monsieur, au deuxième rang ? Bonjour. Bonjour. Grégory Roy, Bertin Technologies. On accompagne beaucoup de grands groupes pour justement de la très belle entreprise digitale actuellement. Et vous parliez de ROI. Alors c'est un grand sujet quand justement on fait de la transformation digitale. Et vous parliez de la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le ROI du service quand il pourra être déployé chez la personne, etc. Mais il y en a un autre qui intéresse beaucoup et qui est beaucoup plus difficile finalement à aborder, c'est le ROI interne de l'entreprise après qu'elle ait pris justement ce virage du digital dans ses processus internes, dans la gestion du big data, dans peut-être le parcours justement du vendeur, etc. Donc est-ce que celui-là aussi vous l'abordez ou est-ce que finalement c'est plus difficile ? Je serais incapable de le mesurer. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on s'est dit en lançant le programme de transformation, on s'est dit, bon, on a nos objectifs business, mais aussi, on s'est dit, c'est une boutade, finalement, c'est pas ça le plus important. On s'est dit, c'est une magnifique opportunité pour changer la façon de travailler de la boîte. Et on s'est dit, finalement, ça permet de casser des silos, ça permet de bosser dans une nouvelle dynamique, et on espère que c'est ça qui va être diffusé dans la société, ça va changer profondément les gens. Donc finalement, le vrai enjeu, il est là, et je pense que je suis incapable de le mesurer. Est-ce que chez vous, chez Bertin Technologies, qui est vraiment encore une fois une belle entreprise, vous l'avez défini ce ROI interne ? Il va dépendre énormément des entreprises finalement. Il va dépendre de qu'est-ce qu'elles abordent et quel métier finalement on va aller modifier dans les centres d'appel notamment qui reçoivent énormément de coups de fil. On se rend compte que la transfo digitale, notamment via des CRM nouveaux qui abordent le big data de nouvelle façon, on peut gagner, les gens vont gagner sur un appel peut-être 10-20 secondes. Donc c'est du chiffré finalement. Mais sur 3000 personnes qui travaillent 365 jours par an, les 10 secondes 10 fois par jour par personne, bien sûr, oui, ça s'estime. Et on se rend compte que c'est des volumes chiffrés énormes. Et donc finalement l'impact il est très très fort, et quand justement on essaye de mettre le doigt dedans, c'est très très difficile. Mais on se rend compte qu'on se fait embarquer dans des chiffres qui, des fois, dépassent un peu l'intérêt. Et le vrai intérêt, finalement, de la transfo digitale, pour beaucoup d'entreprises, c'est justement cet intérêt interne. Et s'il y a encore une dernière question, et puis après, on fait un petit tour des erreurs que vous avez pu faire ou voir les uns les autres. Non, on a fait les questions, c'est bon ?
Ok, alors, Pauline, quelle est l'erreur que vous avez faite? Alors, l'entreprise ou vous-même, parce que vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps, vous aviez avant un beau parcours en retail, je crois, notamment, et en distribution, avec un petit passage aux États-Unis, donc vous connaissez bien les méthodes américaines. Il n'empêche, chez Thomas Cook, par rapport à la transformation digitale, de ce que vous avez fait ou de ce que vous savez que les autres ont pu faire, une erreur à ne pas faire. Alors, nous, l'erreur qu'on a faite, c'est que comme on est reparti d'une feuille blanche, on a d'abord voulu vraiment travailler sur l'architecture de nos points de vente et dans un deuxième temps, sur la partie digitale. Et en fait, on aurait dû faire tout en même temps. Voilà. Donc, au final, le digital s'est raccroché un peu tard. On a raccroché les wagons un peu tard. Ça nous a du coup retardé dans la livraison du projet, notamment parce qu'on a fait nos appels d'offres un peu trop tard et qu'après, une fois que le prestataire est choisi, il y a énormément de temps à passer pour faire en sorte que tout fonctionne. Donc ça, c'est l'erreur qu'on a faite. Le digital aurait dû être une composante dès le départ du projet. En même temps, on ne sait pas toujours où on va, donc c'est pas si facile. Oui, surtout dans des métiers comme le vôtre, où le bouleversement de rupture technologique n'a peut-être pas été appréhendé de manière très, très rapide. C'est l'impression du moins qu'on voit d'un point de vue macroéconomique sur le secteur du tourisme. Et donc aujourd'hui, il faut mettre les bouchées doubles, en quelque sorte. Chez vous, Hugo, là aussi, l'énergie, longtemps, il y avait bien un secteur qu'on pensait qui était à l'abri de l'ubérisation. C'est bien le vôtre quand même, quelque part, du moins au début. Puis après, il y a eu la dérégulation qui était la première chose qui s'est passée. Alors, une erreur que vous avez pu faire? Une erreur qu'on a faite, ou un sujet dans lequel, d'expérience, il faut être très très attentif, c'est donc dans le choix des gens qui nous accompagnent en externe, donc des consultants, des prestataires, selon quelques critères qui ne sont pas parfois les plus évidents. C'est-à-dire que nous, on avait des équipes en interne et des compétences. Il a fallu les compléter parce qu'on n'avait pas toutes les compétences, etc. Et moi, je dirais, il y a 2 points d'attention, 2 critères qui différencient lorsqu'on a fait un bon choix de partenaire et ça s'est très bien passé, et lorsque le partenaire, le consultant, finalement n'a pas réussi à délivrer et on se dit finalement on a fait un mauvais choix et ça nous impacte. Le premier point, c'est que on a été parfois un petit peu obsédé, parce que nous on est très business, sur le prix. Et comme on dit souvent, parfois la qualité n'a pas de prix. Et je pense qu'à un moment donné, parfois on peut aller sur des choses un peu moins chères. Et parfois, in fine, quand c'est moins cher, on finit par payer plus cher. Parce qu'il y a plein de coûts cachés, parce qu'in fine, on n'est pas satisfait, parce qu'in fine, il y a des délais. Donc, je ne suis pas en train de faire l'apologie du prix, du TJM maximal, mais je suis en train de dire qu'à un moment donné, il ne faut pas être omnubilé par le prix et prendre le moins cher. Il faut vraiment bien réfléchir. Et parfois, nous, on s'est trompé sur des gens et voilà, on le regrette et on a payé les frais. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est une déception. Et ensuite... très important dans la culture, alors ça c'est plus difficile à mesurer, mais dans la culture des personnes et la culture des sociétés. C'est-à-dire que c'est important. Nous, on est par exemple sur une culture, encore une fois, assez transparente, assez dans l'anticipation, etc. Et c'est important, assez réactive. C'est une société finalement assez jeune en France. Et on a besoin d'être accompagné par des gens qui partagent ces valeurs. Et on voit bien... Quand les gens qui nous accompagnent sur une durée courte, mais parfois longue, sur des mois, des années, ne partagent pas ces valeurs-là, quand on n'est pas aligné sur la façon de procéder, voilà, la greffe, elle ne prend pas. Donc je dirais faire attention, mais ça c'est difficile à avoir, parce qu'en finalement on fait passer des entrevues, on voit des gens 1 heure. Comment on peut déceler, bon c'est presque un entretien d'embauche, mais comment on peut déceler l'intégration des personnes dans la société, parce qu'à la fin, c'est plus des externes, des internes, c'est tout un projet. Donc, hyper attentif à la culture des personnes que l'on va intégrer, qui soit compatible avec la culture de la société. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'acculturation. Alors, François-Xavier, là aussi, une erreur que vous avez pu voir chez un de vos clients. Vous n'êtes pas obligé de le citer, mais si vous le souhaitez. Moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, je ne veux pas le citer, mais des cas assez classiques, c'est des clients qui tombent un peu dans le gadget. C'est-à-dire qu'en fait, on lance des projets digitaux, transformation
en point de vente ou autre. Et finalement, on met beaucoup de moyens pour du gadget qui ne sert à rien au final. Et qui vieillira vite. Et qui vieillira vite et qui n'est pas connecté aux bases clients. Enfin, des coûts, en fait. On fait des coûts gadgets et ça finalement, derrière, on s'en veut. Mais en même temps, il faut tester. Donc, il faut accepter ce genre de choses. Mais il faut quand même réfléchir au cas d'usage. Et du coup, je dirais que par rebond, en fait, je connais chez Deloitte Digital, dans cette activité qu'on a lancée, les mêmes vicissitudes que nos clients, puisqu'en fait, on a dû finalement nous aussi nous transformer, créer cet assemblage de compétences qui est à peu près celui qui doit servir de nos clients, donc qui va du UX designer jusqu'au consultant plutôt en stratégie ou en techno. On est confronté au même choix de recrutement des bons profils, des bonnes personnes. Et il nous arrive de nous tromper ou d'aller dans des choses trappes où finalement on n'a pas les bonnes. On a misé sur des technologies ou des sujets qui finalement 2 ans plus tard sont plus d'actualité.